Sam Altman, il nous a envoyé un message genre ultra énervé pour nous dire « Vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est super grave. » You understand how this sounds like an accusation. Et c'était quoi la première boîte? On faisait des sites web. Jusqu'à ce que ce soit des sites pour adultes. Non, Et ça, c'était la deuxième boîte, ça. C'est quoi la fois où tu as perdu le plus d'argent dans l'investissement? Moi, c'était en crypto. Globalement, j'ai perdu un truc comme ça. La réalité, aujourd'hui, n'importe qui peut coder. Je suis rentré de San Francisco hier et l'énergie qu'il y a en ce moment, c'est dans 4-5 ans, on ne sert plus à rien. Pourtant, je pense que ces boîtes vont s'écrouler, moi. Anthropic, OpenAI, c'est des entreprises qui ne peuvent pas gagner d'argent. Quand on regarde les market cap en trilliards, on se dit, bon, tu vois, c'est un peu un autre monde. On est à combien, là, en ARR? 50 millions d'ARR, 15 millions d'EBITDA. Ah ouais, c'est pas mal. Aux États-Unis, ils investissent leur argent et en France, on le dépense. Ouais, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Exactement. Un truc que la plupart des fondateurs ne voient pas, tu vois, quand ils se lancent, c'est que ta plus grande force, c'est que... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fracture. Aujourd'hui, je suis avec Eric et nous recevons Guillaume Houbèche. Salut Guillaume. Salut. Salut. Salut Eric, ça va? Bah écoute, ça va, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation, c'est très chouette. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi, de ton parcours et puis un peu de ta nouvelle vie depuis ton début de Slow Life. Vous allez avoir quelques petites choses en commun tu vas me raconter avec Eric. Ouais, vous allez pouvoir dire ce que vous faites les dimanches. Mon cher Guillaume, tu es connu pour avoir fondé Lemlist, pour avoir bootstrappé ta société. C'est un terme qu'on va rappeler pour ceux qui ne le maîtrisent pas. Aujourd'hui, Lemlist, c'est une société qui permet de faire de la prospection à froid via de l'email. Comment ça a commencé? Quelle a été la genèse de cette aventure? T'es parti avec pas grand-chose, voire rien. Comment est-ce qu'on fait pour bootstrapper sa société? Ouais, donc bootstrapper, comme tu dis, déjà, je pense que la meilleure définition, ça veut dire se faire recaler par tous les fonds de la place. donc c'est ne pas lever d'argent, quoi. Voilà. Parce qu'au début, au début, c'était pas forcément ton premier choix, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai essayé de lever de l'argent au début. Et tout le monde nous a dit que, en fait, il y avait beaucoup trop de compétition, qu'on n'avait pas un edge assez spécifique et donc qu'on réussirait jamais. On avait des concurrents qui avaient levé des centaines de millions aux États-Unis. Donc, comme tu dis, en fait, Lemlist, c'est une plateforme qui aide les équipes commerciales à trouver leurs futurs clients en automatisant toute la prospection. Et du coup, moi, avant de monter Lemlist, j'avais bossé dans une agence de prospection où en fait, j'avais cofondé ça pendant que j'étais en études. C'était un peu ma deuxième boîte. Et quand je voyais le monde de l'agence, en fait, je me disais que si je voulais vraiment faire quelque chose qui puisse passer à l'échelle, c'était beaucoup plus logique d'avoir un logiciel que de monter une agence, puisqu'en fait, rapidement, quand on a commencé à avoir plusieurs clients, je me retrouvais à recruter pas mal de freelance et tout, et je voyais que la seule manière de mettre à l'échelle du service, en tout cas à l'époque, parce que maintenant avec l'IA, je pense que c'est totalement différent, mais c'était de recruter de plus en plus de personnes, alors que l'avantage du logiciel, c'est que du coup, tu peux passer... Ouais, donc en fait, c'était linéaire, c'est-à-dire tu dis, tu veux doubler ton chiffre d'affaires, tu dois doubler le nombre de personnes. Donc à un moment, tu te dis, ça se transforme, tu vas avoir 1000 personnes, ça n'a pas de sens, et donc il faut trouver une autre approche. Ouais, exactement. Et puis je voyais en fait tous les outils du marché, et je me disais, en fait, la vente, ça reste quelque chose de très humain, et tous les outils parlaient... d'automatisation, mais sans réelle personnalisation. Et je me disais qu'en fait, on pouvait faire quelque chose d'un peu différent. Et c'est là où nous, on a commencé. En fait, on était les premiers à rajouter des éléments de personnalisation sur la vidéo, sur des images, pour faire de la prospection et donc aider nos clients à avoir plus de résultats, en fait, de meilleurs résultats. C'est quoi? C'est donc les mails que je reçois avec quelqu'un qui a un mug avec mon nom dessus, exactement, ou un truc avec marqué Eric. C'était toi? Ça, c'était moi au début. Et après, en fait, en gros, la thèse un peu du départ, c'était comment est-ce qu'on crée une plateforme qui soit toujours la plus innovante en termes de personnalisation. Donc, à l'époque, c'était les images. Aujourd'hui, tu n'as quasiment plus personne qui utilise ça. Et les gens, maintenant, utilisent plutôt tous nos agents IA pour justement aller chercher du contexte sur la personne, que ce soit via des podcasts, sur l'entreprise, dans les news que tu peux avoir un peu partout. Donc, en fait, nous, on s'est vachement adapté au fur et à mesure des nouvelles technologies qui étaient mises à notre disposition, quoi. Et donc, au début, quand tu veux lancer Lemlist, tu as déjà quelques concurrents américains. Je pense à Apollo, par exemple, sans vouloir leur faire de pub, mais c'est pour parler du marché existant. Ils étaient déjà là ou ils sont arrivés après, eux? Ouais, en fait, nous, on avait plutôt des gros concurrents qui s'appelaient Salesloft et Outreach, donc qui étaient des boîtes qui avaient levé plusieurs centaines de millions. Apollo aussi était arrivé un petit peu avant nous. Donc, en gros, les boîtes étaient là depuis les plus vieilles, je dirais, ça faisait 6-7 ans qu'elles existaient.
Et on avait des contenders qui s'étaient lancés 2-3 ans avant nous, donc qui étaient vraiment en avance, quoi. Et surtout, tous basés aux États-Unis. Et à la différence, je pense, de beaucoup de boîtes et d'entrepreneurs français, c'est qu'en étant basé en France, moi, je me suis lancé aux États-Unis. Et en gros, en 3 ans, on était valorisé à plus de 150 millions, à un moment où moi, je vendais 20% de la boîte pour 30 millions. Donc, c'était secondaire à 100%. Et à ce moment-là, en fait, nous, on avait 70% de notre chiffre d'affaires qui venait des États-Unis. Et je sais que tu es assez attaché à ça. Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu parles d'une valorisation à 150 millions. Je sais que tu es assez attaché à ce modèle de start-up qui gagne de l'argent, dont la valorisation est validée par un fonds au moment d'un tour, versus un peu la Startup Nation qui se regarde, qui se parle de chiffres qui existent à moitié. C'est important pour toi, ça, aujourd'hui, de montrer, en fait. En fait, je pense qu'il y a plusieurs voies quand tu fais de l'entrepreneuriat et que les gens sont pas toujours super transparents, tu vois, dans la façon dont les tours sont constitués. Il y a des boîtes, par exemple, qui vont être valorisées, et j'en connais, et je pense que toi aussi, tu dois en connaître pas mal dans l'écosystème français. Il y a plein de licornes, ou en tout cas, qui aujourd'hui ne valent pas du tout le prix qu'on leur a donné, et où les fondateurs ont pris très peu d'argent, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a des modèles alternatifs qui sont le bootstrapping, et où potentiellement, justement, quand tu peux en fait acter une valorisation en vendant réellement des parts. Donc nous, tu vois, par exemple, il n'y a jamais 1 euro qui a été mis dans le capital de la société. On n'a jamais levé des fonds. L'argent a toujours été de la vente de parts, donc directement pour les fondateurs et les employés, tu vois. Donc, en fait, c'est un peu ces 2 modèles qui sont différents. Après, moi, il y a des boîtes qui sont faites pour lever de l'argent parce qu'elles sont dans des marchés où elles doivent vachement accélérer. Je pense que Ledger, vous aviez levé de l'argent. Au total, on a levé 400 millions. Après, mais c'était pour devenir le leader mondial sur un marché. Parce qu'en fait, on aurait pu se bootstrapper, c'est-à-dire ne jamais lever des fonds et essayer de réinvestir le produit des ventes. Je pense qu'au tout début, ça aurait été compliqué, mais à un moment, on aurait pu le faire. Mais par contre, on serait allé beaucoup plus lentement et on était sur un marché avec du hardware en plus où il fallait avoir cette approche. Mais oui, c'est des choix différents. Ouais, c'est des choix différents. Et en plus, tu vois, je pense que vous étiez à un moment où le timing, il était vachement bon. Et puis on a pu lever parce que, tout à fait, on avait dans un sachant que Eric va nous en parler mieux que moi, mais il est passé par les mêmes phases que toi où les gens le regardaient en disant ça m'intéresse. Ouais, mais on a quand même réussi à la fin. Bien sûr. Disons que contrairement à moi. Non, mais en tout cas, effectivement, on a fait 50 coups de pied au cul, puis c'est juste le tout dernier qui nous a permis de passer. Mais à la fin, sinon, je pense que oui, on aurait... Parce que toi, finalement, t'es allé ça un peu, entre guillemets, par dépit. Au début, tu t'es dit, je vais faire comme tout le monde. Ouais, je vais Comment ça s'est passé? C'est quoi un peu la petite histoire? Et les refus que tu t'es pris, c'était quoi les portes qui se sont fermées? En fait, il y a eu 2 étapes. Le projet initial, c'était pas l'Emlist à la base que je voulais lancer. Moi, j'avais une vision qui était un peu différente. Et donc, du coup, moi, mon objectif, en fait, c'était de faire Y Combinator aux États-Unis. Et j'avais un projet mon projet, c'était de personnaliser le web. Donc, en fait, quand tu tapes sur Google, globalement, c'est quitter. Je sais pas si vous avez vu les articles, mais il y a des fois où Google sait que certaines femmes sont enceintes avant même qu'elles le sachent, juste par les recherches qu'elles vont faire. Et donc, Google sait très bien quitter. Il y a plein d'attributs sur toi, même s'ils vont pas le dire officiellement, ils le savent. Et donc, moi, je me dis, c'est trop con que quand tu arrives, tu vois, sur un site internet, en fait, on puisse pas savoir quitter. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que si tu prends l'Emlist comme exemple, dans nos clients, il y a évidemment des équipes sales, mais il peut y avoir aussi des fonds qui veulent lever de l'argent. Il peut y avoir, tu vois, des fondateurs qui veulent trouver leurs premiers clients, des équipes growth, etc. Et en fait, la réalité, c'est que si moi, en amont, je savais qui étaient ces personnes, je pourrais faire un site totalement plus personnalisé. Et donc, pour ce faire, t'as moyen de récupérer des cookies un peu partout pour identifier les gens, etc. Et donc, j'avais lancé un projet où, pour du coup rentrer à Y Combinator, je voulais montrer une démo aux partenaires du coup de YC, dont Sam Altman. Et mon objectif... Qui, à l'époque, était partenaire chez YC. Exactement, avant d'être CEO d'OpenAI. Exactement. Et d'ailleurs, quand lui l'a levé pour sa boîte, personne n'en voulait. Mais c'est une autre histoire. C'était ça, ouais. C'était, les premiers investisseurs sont aujourd'hui contents. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, OK, comment est-ce que je fais fonctionner, tu vois, la démo? Puisqu'en fait, la réalité, c'est qu'il faut que quand un partenaire YC arrive sur mon site,
bah, en fait, le site soit personnalisé, sinon il comprendra pas ce qu'on fait, tu vois. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, il faut en fait que j'arrive à identifier chaque personne. Et le meilleur moyen d'identifier chaque personne, c'est de leur faire cliquer sur un lien que je leur ai envoyé, tu vois. Donc, un lien unique, tu vois. J'envoie un lien à Nathan, j'envoie un lien à Eric. Chaque lien est différent et quand vous cliquez dessus, je vais pouvoir vous identifier. Et donc, je me suis dit, bah, en fait, pour ce faire, il faut que je réussisse à créer de la familiarité. Donc, j'ai acheté un nom de domaine qui s'appelait dropbox.bio parce que Dropbox, c'était une des meilleures boîtes de Y Combinator. Exactement. J'ai créé une adresse qui s'appelait drew@dropbox.bio en me faisant passer pour Drew Houston et je leur ai envoyé un faux mail avec un lien sur lequel ils devaient cliquer. Comme ça, moi, ça me permettait de les identifier avec un cookie. Et ensuite, quand eux allaient regarder, tu vois, notre application, ils avaient juste à cliquer. Et là, en fait, on allait pouvoir personnaliser le site. Sauf qu'en fait, moi, je m'étais mis ça dans un mode, c'est gentil, tu vois, on fait un truc, tu vois, juste pour montrer l'effet démo. Et eux, ils ont eu ultra peur parce qu'ils ont cru que c'était un produit fini. Non, c'était un truc de phishing. C'était un phishing, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc ils se sont dit, ils sont passés en mode panique. Sam Altman, il nous a envoyé un message genre ultra énervé pour nous dire vous n'avez pas le droit de faire ça, nanana, c'est super grave, machin et tout. Paul Graham, qui lui est beaucoup plus hacker, qui est le fondateur donc de YC, il nous avait envoyé un message. D'ailleurs, bon, son adresse perso, cryptogramme, parce qu'il adore les cryptos depuis longtemps. Et du coup, lui, il nous avait dit, franchement, super smart, génial, machin. Et du coup, à ce moment-là, je m'étais dit, bah, trop cool, on va pouvoir aller à YC et tout. Et au final, ils nous ont dit non, genre, vous pouvez pas venir, on peut pas accepter ça, machin. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, faut que je fasse quelque chose d'un peu différent, tu vois, dans une industrie que je connais bien. Et c'est comme je connaissais l'industrie de la prospection commerciale, je me suis dit, bah, je vais me lancer là-dedans parce que c'est là où potentiellement j'ai le plus grande chance de réussir, quoi. Ouais, parce que t'as quasiment pas été salarié, en fait, au sortir des études. C'est le premier projet étudiant qui pivote sur ta première boîte. En gros, c'est comme ça que ça se fait. Ouais, c'est ça. Enfin, j'ai été salarié pendant longtemps parce que j'ai toujours travaillé, en fait, en parallèle de mes études. Donc, j'ai été vendeur, manutentionnaire, j'ai fait 1 milliard de trucs, mais du coup... Après mon diplôme... T'as fait quoi? Quel diplôme? Moi, en fait, de base, j'étais juste à côté, d'ailleurs, à Chimie Paris Tech. Donc, je suis ingénieur chimiste et avant ça, je faisais de la recherche en chimie. En fait, j'étais à la fac à Pierre et Marie Curie. Où j'ai... En gros, l'avantage de la fac, c'est que tu as des horaires où, globalement, tu peux travailler. Et donc, moi, ça me permettait de bosser, en gros, 20-25 heures par semaine en tant qu'étudiant. Et ensuite, après, j'ai eu une bourse pour aller étudier en Écosse. On m'a proposé un doctorat. Et c'est là où je me suis dit, bah, la recherche, c'est pas trop mon truc. Donc, je vais faire de l'ingénierie parce que j'aurai un lien un peu plus grand avec le business. Et après ça, je suis allé faire une école de commerce. T'étais où en Écosse? À Aberdeen ou... Non, j'étais à Glasgow. À Glasgow? Ouais, à Strathclyde. C'était Moi, j'étais à Dundee. Ah ouais? J'ai même rencontré ma femme là-bas. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est cool. Ah ouais. Bon, le temps, c'est pas le meilleur temps, mais les gens sont sympas. Ouais, c'est hyper acquis. Et donc là, tu te lances, tu dis, OK, je me lance dans ce nouveau projet. Premier réflexe, lever des fonds. Ouais. C'était quelle année? 2018. Ouais, donc c'était dans la période où tout le monde levait des fonds. Donc ouais, toi, c'est ça. Tu vois, donc... Et puis j'étais à Station F en plus. Tu vois. Donc tu étais vraiment pur produit, matrixé. Produit de la Startup Nation. Startup Nation. Ouais. Et ça marche pas. Ouais, ça marche et donc pas. là, tu dis, bon, bah, dans ce cas, je vais m'autofinancer. Ouais. Mais bon, c'est pas facile. Parce qu'il faut quand même créer le produit, avoir des clients, avoir des revenus. Comment tu as résolu cette équation qui est souvent un peu impossible pour les fondateurs? En fait, la chance que j'avais, c'est que je crée un produit qui t'aide à trouver tes clients. Donc, en fait, c'était un outil de prospection. Et donc, ce que je me suis dit, c'est je vais utiliser mon outil pour prospecter. Et je trouve que un truc que la plupart des fondateurs ne voient pas, tu vois, quand ils se lancent, c'est que ta plus grande force, c'est que techniquement, tu vois, en fait, la charge de travail que tu peux encaisser, elle est très liée, je trouve, à la chance de réussite que tu vas avoir. Parce que plus tu travailles, plus ta surface de chance, elle grandit. Et plus ta surface de chance, elle grandit, plus tu as de chances de réussir. Et donc, moi, en fait, c'était assez simple. Je me suis dit, bah, tu vois, là, je suis en France, donc je vais prospecter en France. Mais en fait, la réalité, c'est que le soir, quand les Français, ils prennent plus de rendez-vous, donc après 18h, bah, les États-Unis, pour eux, c'est la journée, tu vois. Donc, en fait, je me suis dit, pourquoi je prospecterais pas aux États-Unis, tu vois. Et très tôt le matin, quand les gens sont pas réveillés, bah, en fait, l'Australie, ils sont très contents de prendre, ou l'Asie, tu vois. Donc, en fait,
comme moi, j'avais l'outil d'envoi d'emails et de mails de prospection, je me suis dit, je vais faire mes campagnes Asia-Pacifique, donc c'était essentiellement Australie-Singapour, mes campagnes North America, donc États-Unis-Canada, et mes campagnes en Europe, et je verrai où j'arrive à closer le plus. Et en fait, les Français, la réalité, c'est que déjà, quand ils savent que tu as un outil français, ils te regardent un peu avec dédain, tu vois. Et ils se disent, bon, c'est pas le meilleur outil. Il y a un peu ce truc français qui est assez... Enfin, en tout cas, de moi, que je ressentais, qui n'était pas, tu vois, dans un... Le mood n'était pas à l'entraide. Donc, les gens, ils étaient plutôt à se dire, il vient de se lancer, ça veut dire que j'ai du levier. Et donc, je vais lui demander d'étendre l'essai gratuit, de lui dire que je paierai plus tard, machin, etc. Et donc, en fait, c'était compliqué de générer du revenu au départ en France, alors qu'aux États-Unis, en réalité, c'était la première fois où je voyais des gens qui me disaient « Ok, où est-ce que je mets ma carte, quoi ?» Et moi, j'étais là, en fait, on n'a pas le module de paiement, tu vois, genre, on n'avait même pas lancé le truc, quoi. Et là, en fait, c'est là où j'ai compris qu'aux États-Unis, eux, ils investissent leur argent et en France, on le dépense. Ouais, c'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Exactement. C'est vraiment ça. Et là, en fait, à ce moment-là, il y a eu un switch. Et du coup, moi, je me suis vraiment focalisé à 100% sur les États-Unis. Donc, j'ai arrêté totalement la prospection en France. Et c'est très drôle parce que 3 ans plus tard... Quand tu parles de prospection, tu parles de prospection pour vendre l'outil ? Ouais. Ouais, on parle bien de ça. Ouais, c'est ça. D'accord. En fait, moi, ce que je faisais au tout départ, c'est que j'allais chercher des segments qui étaient inexploités. C'est-à-dire que, en gros, la plupart des gens pensent que quand tu fais de la prospection, par exemple, il faut que tous tes coûts, en gros, que tu aies un retour sur investissement qui soit positif. Donc, si je dois dépenser le salaire d'une personne, d'un commercial, plus ses outils, plus le temps qu'il va passer là-dedans, en fait, il faut que lui arrive à closer des deals qui rapportent plus que j'ai dépensé. Sauf que là, moi, j'étais fondateur, je me payais pas de salaire, donc en fait, je m'en foutais d'aller chercher des très gros clients. Ce que je voulais, c'était juste des gens qui utilisent l'outil et qui me donnent des feedbacks. Donc en fait, j'allais chercher des entrepreneurs qui lançaient leurs projets, qui eux voulaient trouver des clients, des petites équipes, des petites PME, en fait, que personne n'allait prospecter. Et en faisant ça, ils savaient pas trop forcément si ça allait marcher ou pas, mais du coup, comme j'arrivais en meeting avec eux, quand tu as booké un meeting et les gens ils te disent « je crois pas au call d'email », je leur dis « ok, mais est-ce que tu crois que si tu es en meeting avec quelqu'un, tu arriveras à le closer ?» Bah oui, bien sûr. Je dis « tu vois, le meeting qu'on a eu là, c'est grâce à l'email que je t'ai envoyé. » Et donc là, les gens, ils sont là « ok, bon, je veux bien tester, tu vois. » Et en fait, petit à petit, tu closes beaucoup de gens comme ça. Au début, ça te rapporte pas beaucoup d'argent. Mais après, ces gens-là, tu vas les voir et tu leur dis, ok, est-ce que tu as d'autres personnes dans ton réseau que ça pourrait intéresser ? Là, ils te font des intros. Après, eux, ils en parlent autour d'eux. Et petit à petit, en fait, on a créé une communauté. Et cette communauté a rapporté de plus en plus de gens et beaucoup plus de bouche à oreille. Et donc, la première année, 100% du revenu, il venait de moi qui faisais de la prospection. La deuxième année, c'était peut-être 50%. Et la troisième année, c'était 2%, même pas, tu vois. Parce qu'en fait, tout devenait organique, c'était du bouche à oreille. Et là, tu deviens dans ce qu'on appelle le product-led growth, donc ton produit qui génère toute l'attraction, quoi. Ouais, je comprends. Lemlist, ça veut dire quoi ? Ça veut rien dire du tout. En gros, si tu veux... Je vous ai toujours posé la question, ouais. J'ai jamais osé la poser, donc je me suis dit, tiens, c'est le moment. Ouais. Ouais. En fait, en gros, moi, ce que je voulais, c'est que je voulais un nom de domaine en .com. Ouais. Je voulais un mot qui n'existe pas, qui est 2 syllabes. Et en fait, j'étais en train de brainstormer avec mon père, qui lui est un peu genre qui est un très grand créatif, quoi. Et j'étais là, ok, on envoie des mails. À la base, je voulais que les gens puissent partager les listes entre eux, parce que construire des listes de prospection, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et parfois, tu vois, je sais pas, toi, tu peux vendre un produit A qui n'a rien à voir avec un produit B, mais ça peut être à la même cible que quelqu'un. Donc, l'idée, c'était que les gens dans la plateforme, il y a un peu ce truc communautaire on se partage nos listes de prospection. Et donc, on disait mail, liste. Et là, mon père, à un moment, il dit Lemlist. Et il dit Lem, en plus, ça veut dire Lunar Excursion Module. Oui, c'est ça. Et du coup, il me dit avec ça, tu vas envoyer tes clients sur la Lune. Et je me dis, attends, je regarde Lemlist, ça sonne super bien. Et je vois que le nom .com est dispo. Ouais. Je vois que le mot... En fait, le truc que j'ai adoré, c'est surtout taper Lemlist dans Google et voir 0 résultat de recherche. Ouais. Et en fait, je me suis dit, putain, là, c'est rare, ouais. C'est le moment où tu te dis que tout ce qui va arriver après, c'est grâce à toi, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, ok, franchement, je l'aime trop ce nom. Et du coup, après, il y a eu
la galaxie des lemmes, quoi. Et c'est pour ça que la boîte s'appelle l'Empire, parce que tous les produits qu'on a lancés après, Lemwarm, Lemcal, Lemtalk, enfin bon, on en a eu plein. Mais du coup, c'est assez marrant, c'est génial. Tu sais, sur ce podcast dans Fracture, on couvre pas que le business, on parle aussi un petit peu des fractures de la vie, de ce qui a façonné un peu notre parcours. Est-ce que tu sais dire aujourd'hui, toi, quelle est ta première fracture, celle qui a pu te marquer avant ou après l'M-List? Est-ce que c'est en rapport avec la famille, l'école, l'argent? Est-ce que tu sais identifier une? Ouais, en fait, moi, je pense que l'argent, ça a toujours été un gros driver pour moi. En fait, moi, mes grands-parents, c'est plutôt des paysans qui n'ont pas fait d'études et donc qui n'ont jamais fait beaucoup d'argent. Mes parents, ma mère, elle n'a pas eu le bac. Mon père l'a eu au bout, je pense, de 5 fois. Donc, tu vois, c'est pas les étudiants modèles. Et mon père, lui, il a toujours été assez créatif. Donc, il est graphiste. Donc, il bosse. Tu vois, il a toujours beaucoup bossé pour des projets pour lui qui rapportaient rien et parfois pour des projets cool. Mais il n'a jamais fait beaucoup d'argent. Et en fait, je me rappellerai toujours du moment où mon père, en fait, il ne sait pas négocier. Donc, en gros, comme tous les artistes, quand on lui dit que son travail, ça vaut 200 euros, il dit OK, tu vois. Et il va bosser 5 jours pour 200 euros, tu vois. Et donc, à un moment, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il bossait pour une agence parisienne dans l'immobilier de luxe, dont je tairai le nom. Et en fait, ils l'ont fait travailler pendant super longtemps. Et lui, tu vois, il y a un moment où tu dois payer les factures, etc. et tout. Et ils ont décidé de ne pas le payer, malgré le fait qu'ils utilisaient son travail. Et en fait, à ce moment-là, il s'est retrouvé dans une situation où, pour recouvrer les fonds, aujourd'hui, tu vois, il y a plein de services de recouvrement, etc. À l'époque, ça n'existait pas. Donc, il fallait que tu passes par un avocat ou un huissier ou machin. Et en fait, le coût de l'avocat et de l'huissier, c'était limite plus cher que ce que lui allait toucher, tu vois. Et en fait, il était dans ce moment-là où j'ai vu mon père, tu vois, qui était déjà ultra énervé, qui pétait un câble, mais qui était surtout ultra impuissant, tu vois. Et en fait, quand tu es jeune et que tu vois ça, alors que, tu sais, tu as tes parents qui t'inculquent quand même... Enfin, tu vois, moi, je viens d'une famille où le travail, tu vois, c'est important, quoi. C'est t'existes par rapport au travail. Ça veut pas dire que c'est les bonnes valeurs ou quoi, mais juste, en fait, c'est si tu travailles, si tu fais des sacrifices, tu vas arriver à quelque chose. Ouais. Et en fait, quand tu vois ça et que tu te dis, en fait, pas tout le temps, puisque dans ce cas-là, mon père, il se fait niquer, quoi, globalement. À ce moment-là, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie de faire beaucoup d'argent pour que ce genre de truc n'arrive plus du tout, tu vois. Et ça, je pense que c'est un moment qui était assez clé parce que j'étais jeune. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je me suis vachement passionné, tu vois. Pas forcément, j'ai mis du temps avant de lancer des business, mais en tout cas, je savais que je voulais faire quelque chose qui me rapporte de l'argent. Et vous, c'était quoi un peu les moments clés? Si tu veux, moi, je peux en parler puisqu'après, Eric, il n'a jamais connu le salariat de toute façon. Mais si tu veux, moi mon déclic, ça a été... moi, j'étais banquier à Genève pendant 6 ans. Et puis, si tu veux, il est de mon devoir de connaître mon client. Donc, de faire aussi les KYC, et puis de les mettre à jour, etc. Puis, à un moment, quand je devais faire une revue de tout le monde, je me suis dit, mais attends, il n'y en a pas un seul qui était employé en banque. Ils ont tous créé une boîte. À 90%, 95%, ils ont créé une boîte. Il va peut-être falloir que je fasse ça. Voilà. Et après, en fait, si tu veux, voilà, une fois, donc, je pose madame du jour au lendemain en 2 semaines. Avec une bonne situation, tu vois, je gagnais à peu près 10 000 francs par mois, donc à peu près 10 000 euros par mois. Et puis j'accepte, si tu veux, je mets un pied dans le semi-entrepreneuriat salariat, parce que je rejoins une petite start-up qui s'appelait Meria à l'époque, anciennement Just Mining, qui était lancée par Owen, que tu connais peut-être, Asher. Okay. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai mis un pied dedans. Et après, avec les frères Simonin, j'ai énormément appris. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ça existait d'avoir une autre vie que celle d'être salarié. Voilà. Et après, de fil en aiguille, j'ai ensuite créé mes propres entreprises, fait mes propres choix. Mais voilà, moi, c'est comme ça que vous vous êtes rencontrés ou rien à voir? Rien à voir. Okay. Non, pas du tout. L'univers de la crypto. Oui, l'univers de la crypto, mais c'était pas exactement ça. Ouais. Okay. Écoute, moi, mon déclic, c'est un peu similaire, sauf que ça a été plus rapide, puisque le seul moment où j'étais salarié, c'est pendant le stage de fin d'études. Okay. Stage, je suis ingénieur en microélectronique. Je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais être salarié, de bosser dans une boîte pour quelqu'un d'autre. Et donc, plus par dépit,
je me dis bon bah faut que je crée ma boîte. Donc voilà, c'était ça. C'est la seule voie, le reste c'est pas possible. Et donc j'ai créé ma première boîte directement avant même d'être diplômé. Et c'était quoi la première boîte? On faisait des sites web. On était agence web, on créait des... et je suis arrivé à la même conclusion que toi, qui était que si on voulait croître, il fallait embaucher de plus en plus de monde, parce que c'est du service, en fait. Et là, je me suis dit, non, on va plutôt essayer de faire du produit. Et donc après, j'ai abandonné, je fais une autre boîte, etc. C'est joliment dit, des sites web. Bah, si, je fais des sites web, oui. Et après, c'est ça, jusqu'à ce que ce soit des sites pour adultes. Non, mais ça, c'était la deuxième boîte, ça. Ouais, je t'embête. Ça a été quoi la première fois? Donc, juste pour rappeler la jeunesse, donc effectivement, c'est pour la première fois en 2000 que tu fais ton exit. Ton premier exit, on est en quelle année à peu près? 2000... Ah ouais, non, parce que moi, j'ai vendu une boîte en 2020. D'accord, ok. Ouais, qui était une boîte que j'avais lancée en parallèle de l'Emlist. Ok, d'accord. C'était une belle exit ou un truc Non, mais c'est un exit qui, globalement, au total, on a dû recevoir un peu plus du million. D'accord, ok, oui, donc c'était pas life-changing. Non, c'est pas life-changing, mais ça permettait de faire un apport pour un appart. Ouais, non, mais c'était très bien. Ouais, en tout cas, c'était un truc que j'ai lancé en parallèle de l'Emlist. Ouais, mais c'est pas ça qui t'a envoyé en slow life. Non. non. Parce que ma question, c'était quoi la première fois où tu as senti que tu étais riche, tu vois? Que vraiment, il y a... T'avais atteint l'objectif que tu t'étais fixé quelque part en disant... Ouais. En fait, en réalité, je pense que quand on a revendu ce premier projet, assez rapidement, je me suis dit, OK, en fait, le SaaS, le logiciel, le software, c'est un truc où il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire, tu vois. Et je me suis dit, ça commence à être... au bon endroit. Ouais, je suis au bon endroit. Et en fait, l'Emlist, on grossissait à 20% mensuel. Donc, on a grossi en moyenne, je pense, 20-25% mensuellement jusqu'aux 10 millions. Donc, en fait, le truc, c'est la fois où j'ai commencé vraiment à me sentir riche et je trouve que ça devenait limite délirant, c'est que, en gros, on avait une règle où on s'augmentait en fonction de la croissance de l'Emlist. Et en fait, avant de vendre, 20% de la boîte pour 30 millions, je pense qu'on était à quasiment 45 000 € par mois net de salaire. Donc, je payais en impôts. Salaire français, hein? Ouais, 45 000 € par mois. Net. Donc, en fait, en impôts, je sais plus combien je payais, mais c'était vraiment... beaucoup, là. C'était n'importe quoi. Genre, les banquiers, les machins, ils me disaient, mais pourquoi vous faites ça? Faites-vous des dividendes? Ça n'a pas de sens. Arrêtez, ouais. Et j'étais là, mais en fait, non. Pas quoi tu faire. vois, genre, nous, la boîte, elle est ultra rentable. Ça nous motive aussi à ce qu'elle grossisse parce que, tu sais, quand tu alignes ton salaire à la croissance, je trouve que tu as toujours une incentive à faire en sorte que ça aille plus vite. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai ressenti, tu vois, que ça paraissait presque irréel. Et après, quand tu revends une partie et que tu touches cette somme sur ton compte, en fait, là, tu te dis globalement... tu vois, si tu prends un truc tout simple, mais 10 millions à 5% par an sur un truc, entre guillemets, un peu safe, c'est largement assez pour vivre à vie, tu vois, sans que tu aies besoin de toucher à ton capital, quoi, tu vois. Bien sûr. C'était quoi ton premier achat plaisir? Ne me dis pas un vélo à 10 000 €, parce que je l'en prendrais, je l'accepterais pas. Écoute, si, c'est clairement un vélo. L'achat... Moi, en fait, le truc, c'est que j'avais déjà acheté un appart qui me faisait kiffer. Donc, en fait, j'étais... tu vois, parce que la réalité, c'est qu'on a fait de l'argent un peu avant du fait que la boîte soit bootstrap. Et donc, on a revendu, tu vois, la première boîte. Ensuite, on s'était sorti quand même l'année d'avant. On avait dû sortir peut-être 200... Ouais. Tu dis l'Emlist, vous étiez des cofondateurs? Ouais, on était 3. Et en fait, mes associés sont partis à ce moment-là. D'accord. Donc, en fait, moi, je me suis retrouvé seul. Là, tu vois, aujourd'hui, moi, en fait, je détiens en gros 70% de la boîte non-fully diluted. Donc, entièrement dilué, je dois être à 62%, un truc comme ça, de la boîte aujourd'hui. Et non, en fait, la réalité, c'est que je me suis vite rendu compte que j'aime pas spécialement les trucs... de luxe et tout, en fait. Ouais, t'as pas de montre, t'as pas... Non. Ouais. Non, en fait, c'est pas un truc... En fait, moi, mon kiff, c'est de pouvoir vivre ma vie. Ouais, c'est les expériences, être super libre. Donc, si je vais à un endroit et que j'ai envie de rentrer plus tôt, je me pose pas la question de savoir, tu vois, si j'arrive à l'aéroport sans billet, je me pose pas de question, en fait.
Enfin, tu vois, j'achète un billet, quoi. J'achète un billet et peu importe le prix du billet, tu vois. C'est ça, tu vois, pour moi, c'est ça la richesse. Et la richesse, c'est surtout, tu vois, pouvoir donner de l'argent à mes parents. En fait, ça, c'était mon plus grand kiff. Donc, tu vois, mes parents, je les ai vus arriver à la retraite en étant ultra stressés et, tu vois, ça crée... En fait, on dit que l'argent fait pas le bonheur. La réalité, c'est que le manque d'argent, c'est un énorme problème, tu vois, et même au sein des couples, de tout ça et tout. Donc, en fait, juste pouvoir faire ça, pour moi, c'était ça le plus grand kiff. Et après, oui, tu vois, j'ai acheté une grande maison, j'ai acheté des trucs, tu vois, où je peux faire kiffer les gens. Mais j'ai pas, pour moi, à titre personnel, je sais pas, j'ai pas de... Non, j'ai pas de folie. Je sais pas si vous avez déjà acheté des trucs comme ça un peu, si vous avez des... Moi aussi, toi, t'en as. Bah, pas trop, mais... Bah, la Tesla Roadster, déjà. Oui, il y a un truc. Effectivement, moi, c'est... Il a attendu 4 ans. Mais non, mais en fait, c'est... Il a financé Tesla, en fait. Ouais, c'était en 2022, je pense, suite à la vente des actions Ledger. Je me suis dit, bon, allez... j'ai bien mérité un petit plaisir. Et donc, je me suis acheté la Tesla Roadster Founder Edition, 1000 seulement qui sont vendus là-dessus. Donc, c'était 220 000 € cash pour une voiture que je n'ai pas, puisqu'elle n'a pas été fabriquée. Mais non. Et donc, c'est en attente, tu vois. Ah ouais. Et un jour, peut-être, elle sera fabriquée, livrée. Mais ça, pour le coup, je pense que c'est un bon investissement. Parce que c'est une voiture assez rare. Ça sera collector. Elle sera collector. Et donc, je pense qu'elle vaudra largement plus que... Mais tu penses qu'ils vont la faire ou pas? Ça, j'en sais rien. Parce qu'en fait, il y a une vraie inconnue. Toi, tu as 1000 cash. Ah ouais, j'ai 1000 cash. Je pense qu'il y a 1000 personnes dans le monde qui l'ont fait. Peut-être moins. Enfin, maximum 1000. À un moment, ça a disparu. Et donc, voilà, il y a 1000 pigeons. Mais bon, voilà. Et ça, vous n'avez pas de contact avec la boîte Non, mais si, bien sûr. J'ai contact avec Tesla. Mais bon, eux, ils ne savent pas. Ouais, ils savent pas. Le directeur commercial Tesla, il me dit... Et ils t'ont proposé de te rembourser ou même pas? Ah non, mais je peux demander à n'importe quel moment le remboursement. Ah, ok, d'accord. Non, mais c'est pas perdu, oui, bloqué. C'est juste. Mais toi, tu veux ta place, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, maintenant, ça fait déjà un certain temps. Ouais. Et donc, je me dis que quand ça va être livré, même si c'est dans 2 ans, bon, déjà, ce sera un kiff. Et en plus, la voiture, elle vaudra, je sais pas, un demi-million minimum. Enfin, c'est sûr. Ah, c'est voilà. clair. Mais bon, sinon, non, j'ai pas de... Et aujourd'hui, toi, parce que tu n'es plus du tout opérationnel dans Ledger. Ah non, j'ai quitté depuis longtemps. Ouais. Et tu détiens encore beaucoup de parts ou c'est comment? Enfin, ouais. Alors après, effectivement, tu as non-fully diluted, fully diluted, avec tous les BSA. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais... tu es encore actionnaire majoritaire? Oui, non, mais alors, je suis le premier actionnaire. Premier actionnaire. Pas majoritaire, loin de là. Tout à fait. Mais je dois plus être aux alentours de 15 points. Ok, ah ouais, c'est quand même significatif. Oui, c'est significatif, oui. Mais par contre, je suis plus au bord de plus rien, quoi. Ok, donc tu n'as plus d'infos, t'es plus... Non, je ne sais plus rien ce qui se passe. Ok, là, c'est boîte noire. C'est la boîte noire, exactement. Et c'est dur ça ou pas de plus du tout avoir d'infos? Non, parce qu'en fait, quand tu décides à un moment, tu passes à autre chose. Ouais. Enfin, soit tu y es, soit tu y es pas. Ouais. Mais en fait, c'est ça, je pense que soit j'y suis, j'ai le contrôle, machin, soit j'y suis plus, en fait... Ouais, tu laisses gérer. Voilà, et tu passes à autre chose et je vais concentrer en fait toute mon énergie sur d'autres projets. Juste après avoir quitté en fait Ledger, j'ai changé un peu de vie et je suis allé en slow life. Ok. Puis au bout d'un certain temps, j'ai fini par en sortir et là j'ai relancé avec Nathan TBSO. Mais donc toi, j'ai entendu parler de slow life au début. Donc c'est quoi cette histoire? Ouais, slow life. Non, en fait, moi qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, ce qui s'est passé, c'est que en fait, t'es plus CEO de l'Emlist aujourd'hui. T'as nommé quelqu'un. En gros, mon COO, Charles, est devenu CEO. Ouais. Donc, en fait, en 2021, le moment où mes associés sont partis, moi, j'ai dû reprendre en fait toute la partie. En fait, j'ai dû tout reprendre. Et eux, quand ils quittent, juste pour comprendre le contexte, ils quittent après avoir vendu une partie? Ouais, c'est ça, ils sortent à ce moment-là. Après, ok, d'accord. Et en gros, c'est un peu compliqué parce que, si tu veux, la boîte, on avait des visions qui étaient assez différentes. Eux voulaient faire un truc tout petit et moi, je voulais faire un truc beaucoup plus gros. Et donc, je pense que, tu vois, l'équipe tech de l'époque, elle n'était pas du tout capée par rapport à l'ambition qu'on avait, tu vois. Et en fait, il y a un moment où, oui, tu peux toujours te dire WhatsApp n'a que 30 ingénieurs. La réalité, c'est que tu n'es pas WhatsApp et que tu as besoin, tu vois, d'avoir des monstres. Tu as besoin d'avoir des monstres, tu as besoin d'avoir une grosse équipe. Et donc, au bout d'un moment, tu ne peux pas y passer. Et donc, en fait, j'ai passé beaucoup de temps. Moi, comme j'ai lancé la boîte, comme tu disais, sans fonds,
je dirais l'erreur que j'ai pu faire au départ, c'est, au moment où on a commencé à avoir beaucoup de croissance, j'avais une petite équipe, mais une équipe de gens qui étaient que des underdogs. Donc, que des gens que j'avais recrutés. Donc, c'était des gens majoritairement en Serbie que j'avais recrutés, en fait, qui n'avaient pas forcément de diplôme. Il y avait des gens, tu vois, qui bossaient dans des concessions de voitures avant de nous rejoindre. Pas un ex-méta, ex-machin. Non, pas du tout. C'était que des profils, tu vois, qui avaient envie de changer de vie, qui avaient envie de faire quelque chose et où je me disais, bon, ils ont l'air malins, ils ont envie d'apprendre et je vais passer du temps à les former. Sauf qu'en fait, ça marche bien, tu vois, quand il s'agit juste de travailler dur et fort, mais au bout d'un moment, quand tu veux passer un peu des caps, c'est compliqué, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai mis un peu de temps à ressortir de tout ça et à créer une équipe, tu vois, un peu plus senior. Et c'est pour ça que j'avais recruté Charles initialement, parce que du coup, j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider à faire en sorte que l'équipe soit plus senior. Et quand il est arrivé, en fait, on a passé 1 an et demi à monter toute la team du coup exécutive. Et enfin, c'est lui qui était vraiment en charge de ça. Il a fait un travail monstrueux. Et en fait, arrivé à un moment où moi, je passais de moins en moins de temps sur la boîte. Je faisais beaucoup de sport à côté, beaucoup de triathlon. Donc, en gros, ça me prenait vraiment pas mal de temps. Et en fait, à ce moment-là, je suis arrivé à un stade où mon coach, tu vois, il me disait, bah, écoute, tu as des très bonnes capacités, tu es au bon âge. Et comme moi, mon rêve, ça avait toujours été d'être sportif de haut niveau, je me suis dit, bon, tu vois, c'est quoi le sens de la vie ? Pour moi, c'est de faire des quêtes secondaires ou de tester des choses un peu différentes. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de me donner à fond, quitte pour essayer d'arriver peut-être à un statut de pro à un moment et être le plus nul des pros. Tu vois, c'était mon objectif, quoi. Donc, juste partir avec eux, être dernier, et ça m'aurait convenu. Et en fait, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à faire ça. Et après, en gros, 1 an et demi à m'entraîner beaucoup. En fait, je me suis dit, en fait, j'avais plus de plaisir. J'avais plus de plaisir dans le sport. Tu vois, je devenais vraiment une machine où toute ma vie, elle était tournée autour de ça. Et en fait, je me suis dit, je suis revenu dans un truc. Je pense que les entrepreneurs, enfin, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais tu sais, tu as des obsessions, quoi. Tu vois, c'est obsessionnel. Quand tu penses à un projet. Et en fait, le truc, c'est que j'étais un peu là dans ce truc de OK, ma nouvelle obsession, c'est ça. Sauf que la réalité, c'est que toi, c'est toute ta vie maintenant qui tourne autour de ça, avec ton corps, tu vois, genre ton sommeil. Tu vois, c'est encore un autre niveau. Et là, je me suis dit, pourquoi est-ce que je fais ça, tu vois ? Est-ce que je fais ça pour cocher une nouvelle case ou est-ce que je fais ça parce que j'en ai vraiment envie ? Et en fait, je me suis dit, en fait, j'en ai plus envie. Et donc, je vais arrêter ce truc-là. Et là, je me suis retrouvé dans une phase où j'étais plus CEO, enfin, tu vois, vu que j'étais à fond dans ce truc-là, et un peu en quête de sens, avant de retrouver un projet sur lequel je suis en ce moment. Mais c'est... Ça a duré combien de temps, cette phase un peu de quête de sens ? Cette phase de quête de sens, ouais. Je pense 7 mois, tu vois. Ouais. Ah, c'est à la fois court et long. Ouais, c'est long. Parce que quand tu cherches un projet, tu as l'impression de dériver. Ouais. C'est des moments difficiles. Parce qu'en fait, tu dis, mais à quoi cherche, pourquoi ? C'est ça. Et tu dis, j'ai envie de me lever le matin et de savoir ce que je veux, pourquoi, j'ai envie de retrouver un but. Et c'est vrai que tant que tu ne l'as pas trouvé, tu as un peu tendance à dériver. Et c'est là où tu te rends compte que pour être heureux, il faut avoir un but. Il faut se sentir utile, en fait. Ouais, c'est ça. Et si tu ne l'as pas, en fait, c'est dur psychologiquement. Ça peut faire dériver. Ouais. Ça t'a mis combien de temps, toi, entre la transition parce que quand tu as quitté Ledger... C'était en 2019. Alors, ce qui s'est passé, c'est que juste après, il y a eu le Covid. Ouais. Donc, ça m'a un peu aidé, parce qu'en fait, plus personne ne faisait rien. Ouais. Exactement. Donc, en fait, ça m'a conforté. Puis après, bon, je me suis occupé, j'ai coupé du bois, je faisais des choses un peu différentes. Ok, manuel. Voilà. Mais à un moment, je me suis quand même dit que j'avais besoin de retrouver, reconstruire quelque chose. Que 50 ans, c'est jeune, et qu'est-ce que tu allais faire jusqu'à... Ouais, c'est ça. Donc, j'allais pas rester à rien faire. Et l'appel de la forêt, de toute façon, il finit toujours par revenir. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est cool. Je voulais te poser quelques questions sur la partie investissement. Parce qu'une fois qu'on gagne de l'argent, on cherche à l'investir. Et je sais que tu as toujours été transparent. Tu as dit là où tu as perdu, tu as dit là où tu as gagné. Et tu sais qu'avec Eric, pour nous, on met un point d'honneur à... si tu veux, dans le contexte dans lequel on vit, à faire des investissements les plus souverains possibles. Et surtout alternatifs, c'est ce qu'on aime. Donc on touche, en tout cas, moi particulièrement, Eric, très Bitcoin, mais il fait aussi du secondaire, des choses comme ça. Et moi, très cartes Pokémon, très catalogues musicaux, beaucoup dans ces classes d'actifs. C'est quoi la fois où tu as perdu le plus d'argent dans l'investissement ? Moi, c'était en crypto.
Ouais, je veux bien le croire. Ouais. En gros, au moment de mon cash out, je commence à travailler avec un multifamily office moi, je voulais faire, je faisais de la crypto avant, mais des choses très basiques où j'achetais de façon régulière des petites sommes d'argent. Tu vois, j'investissais en fait sur de la crypto. J'achetais du Bitcoin en fait essentiellement parce que c'était le plus sage. La thèse que je comprenais. Tu vois, je me disais si je dois simplifier, c'est l'or digital. Bon, c'est pas toi que je vais apprendre ça, mais tu vois, j'étais là, j'y crois quoi. Et je comprends le concept. Et en fait, eux m'ont dit, ouais, mais il y a des fonds alternatifs qui te permettent de faire. Là, on bosse avec un fonds, ça fait l'année dernière, ils ont fait, je sais pas moi, c'était 7 fois le return, machin et tout. Et donc, je me dis, ok, si vous y croyez, go, tu vois. Et puis en plus, en fait, le truc, c'est que quand. Tu payes le family office, tu as envie de leur faire confiance. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, quand tu es à un stade où tu as beaucoup d'argent, je trouve que moi, j'ai eu quand même beaucoup d'argent d'un coup. Et tu perds un peu la réalité de ce que c'est l'argent. Ce que c'est 1 million, ce que c'est 500 000. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est sûr. Et donc, du coup, et puis aussi, après, je te donnerai un autre truc aussi, mais bon, si on termine le truc de la crypto, je me chauffe à investir. Donc, je pense que j'ai investi 700 000 euros dans 2 fonds différents et que globalement, j'ai perdu peut-être 400K, un truc comme ça, sur ces fonds-là. Parce que j'ai décidé de sortir. En gros, la perf a été vraiment pourrie. Et le manager du fonds, il devenait un peu fou, dans le sens où ça devenait un peu un addict au jeu. Parce qu'en gros, dans les fonds de crypto, il veut se refaire. Ouais, c'est le mec qui veut se refaire. Donc en gros, il a été le roi du marché pendant très longtemps. Il a su battre le marché pendant peut-être 1 ou 2 ans. Moi, je suis rentré au moment où il a arrêté de battre le marché. Donc, parfait, tu vois. Et je pense que beaucoup de gens comme moi sont rentrés à ce moment-là. Donc, il avait beaucoup plus de liquidité à investir. Et donc, en fait, la réalité, c'est que voilà, le temps que je sorte et tout, bref, je perds 400, 500K. Mais je me dis, c'est pas grave, c'est quand même… à ce moment-là, la crypto, elle est très basse. Et je me dis, moi, j'y crois quand même, mais je crois juste en ma stratégie. Donc là, je rajoute, je pense, 400, 500K en plus de mon bloc initial. Et je me dis, je mets tout… Sur Bitcoin ou sur le fond? Ouais, Bitcoin. Bitcoin. Ouais. Et cette fois-ci, je dis, je fais ça plus mon DCA, où tous les mois, j'achète la même somme de Bitcoin comme ça. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve gagnant sur la totalité de mes invests en crypto. Donc, est-ce qu'on considère perdu, pas perdu tu vois, oui, sur ce fonds. Perdu sur la crypto, gagnant sur le Bitcoin. Ouais, voilà. C'est 2 choses différentes. C'est exactement ça. Je voulais parler un petit peu d'IA. Et à quel point ça peut mettre en danger un business comme le tien. On parle de SaaSpocalypse en ce moment sur le marché, avec la mise en danger des logiciels qui commercialisent un modèle de licence avec un siège, une licence, etc. De manière transparente, est-ce que tu penses que ça touche l'Emlist, que ça l'affecte en bien ou en mal, et quelles sont les possibilités que du coup l'équipe que tu as mis en place, puisque tu n'es plus opérationnel, peut faire pour pas tomber dans le piège Salesforce, quoi? Ouais, bien sûr. Piège Salesforce, ça va être un gros sujet. Je pense que c'est assez marrant de regarder les annonces de Marc Benioff ces derniers mois, puisque je pense que c'est un peu la pression, tu vois, quand tu as une boîte publique et que tu vois le prix de ton stock qui commence à chuter librement. Et là, tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui sont très liées au marketing. Et je pense ce qui est compliqué, tu vois, pour un CRM, c'est qu'au final, un CRM, ça a toujours été un system of record. Donc, en fait, le CRM, au final, c'est une abstraction d'une base de données. Puisque en réalité, c'est de la data qui est organisée, tu vois, exactement. Et donc là, quand tu as Marc Benioff qui annonce on devient le headless CRM ou je sais pas quoi, en fait, il est en train de dire à tout le monde que ce qu'il a fait, c'est une base de données. Exactement. Et donc, du coup, je vais pouvoir l'enrichir. Et donc, je trouve que c'est un peu compliqué parce qu'il y a un moment où tu vas te dire pourquoi est-ce que je paierais un Salesforce si cher quand je peux avoir, je sais pas moi, n'importe quelle base de données available et avoir mes agents IA qui viennent me donner les infos. Donc ça, pour le côté Salesforce. Pour le côté Lemlist, en fait, nous, de notre côté, la première question, c'était est-ce que ça nous affecte ? Non, on n'a jamais en fait grossi aussi vite que maintenant. Ça, c'est le premier point. En termes de… Nous, ce qu'on mesure, c'est le net new ARR. Donc, combien est-ce que de nouveaux ARR on rajoute par mois sur notre top line ? Et tu vois, depuis le début de l'année, on rajoute plus de 2 millions de net new ARR par mois. Donc, en fait, notre croissance, elle
elle est toujours... On est à combien là en ARR On a dépassé les 50. 50 millions 50 millions d'ARR, 15 millions d'EBITDA. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Et donc, du coup, en fait, est-ce que je vois ça comme... en fait, je pense qu'il y a plusieurs problèmes dans le problème. Est-ce que je vois ça comme une opportunité business? Oui. Parce que déjà, de un, je pense que... je te voyais tout à l'heure, Eric, en train de regarder sur ton code ou tu vois, tout ça, c'est que la réalité, aujourd'hui, n'importe qui peut coder. Enfin, tu vois, quand tu as que tes codex ou Claude Code en fonction de ce que tu as envie d'utiliser. Donc, ce qui veut dire que les devs, chez nous, ils écrivent beaucoup moins de code qu'avant, voire quasiment plus. Et donc, ils vont beaucoup plus vite. Ça, c'est le premier point, ce qui te permet en fait de toujours shipper de plus en plus de features. Après, te dire, est-ce que tes agents vont remplacer... tu vois, est-ce que Claude Code va remplacer tout ce que tu fais? Je trouve que c'est compliqué pour un Anthropic d'aller dans toutes les verticales et d'être le meilleur dans toutes les verticales parce qu'ils n'ont pas non plus toute la data, tu vois. Nous, on a des centaines de millions d'emails qui ont été envoyés, donc on a beaucoup de data qu'on peut train pour justement réussir à faire en sorte que les messages envoyés soient les plus percutants. On a aussi toute l'intelligence en fait des calls, parce qu'en gros, nous, on a racheté une boîte il y a à peu près une boîte qui s'appelle Clap, qui est une boîte AI native. Donc eux, en fait, ils transcrivent tous les meetings que tu fais. Et ils arrivent à organiser l'information de façon intelligente, ce qui te permet de prédire si tes deals vont closer ou pas. Et en fait, avec de l'analyse comportementale. Ouais, il y a plein de choses dedans. Ok, d'accord. Et donc, en fait, avec ça, plus les emails qu'on a donc de prospection, mais aussi post-prospection, donc quand tu as terminé tes échanges, en fait, nous, on a énormément de données qui font que l'IA, pour nous, c'est plutôt un accélérateur que quelque chose qui nous ralentit et nous fait peur. Après, la réalité, c'est que tout va super vite et que, tu vois, là, je suis rentré de San Francisco hier. En fait, quand tu es là-bas, j'y suis allé plusieurs fois dans ma vie, tu vois, à SF, et l'énergie qu'il y a en ce moment, c'est dans 4-5 ans, on ne sert plus à rien, tu vois. Et les gens travaillent sur ce truc-là de dire que tu as 4-5 ans pour réussir à faire de l'argent. Et eux, ils ont peur, tu vois. Enfin, tu vois, c'est un peu, il y a ce sentiment, et tu vois, on parle du 996, tu vois, 9h, 6 jours par semaine pour quand tu travailles, quoi. C'est un peu leur rythme là-bas. En fait, ces gens-là, ils font tout pour que, globalement, il y ait plus d'humains, tu vois, et qu'on puisse tout remplacer. Et c'est vrai que quand on voit la vitesse à laquelle ça évolue, les modèles, etc., et surtout qu'on arrive à un point où les nouveaux modèles sont codés par le modèle lui-même. Donc, en gros, tu arrives dans cette boucle où tu as de l'auto-optimisation. Tu peux te poser des questions, mais après, moi, je pense que là où il faut être aussi honnête, et après, je suis curieux aussi d'avoir votre avis là-dessus, tu vois, mais c'est qu'on a toujours tendance à surestimer le court terme et à sous-estimer le long terme, tu vois. Et moi, je pense que là, les gens, ils se disent tout va changer en 2-3 ans, alors que la réalité de... centaines de millions de PME dans le monde, c'est qu'en fait, ils n'utilisent pas du tout l'IA, ils ne savent pas ce que c'est Claude Code et ils sont très loin de ça, tu vois. Donc, avant que tous les marchés soient envahis de ça, il va quand même falloir du temps. Je ne sais pas comment vous le... Ce qui est sûr, c'est que l'IA, comme tu l'as dit, c'est un accélérateur. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est puisque les ingénieurs travaillent 20 fois, 30 fois plus vite et qu'on peut faire en quelques semaines ou moins ce qu'on faisait en 6 mois, 1 an, qu'est-ce que ça va shipper dans quelques mois? Tu vois, quels sont les services incroyables qui vont arriver sur le marché dans les semaines qui viennent? Ça, c'est la question aussi que je me pose. Tu vois, de voir un peu là comment ça va évoluer à court terme, parce que cette accélération du codex Claude Code avec des ingénieurs 30 fois plus rapides, c'est quand même assez récent, parce que je pense que c'est depuis qu'ils ont sorti les modèles frontières avec... un contexte d'1 million de tokens, c'est-à-dire qu'on peut mettre beaucoup d'informations qu'on envoie à l'orchestrateur ou LLM pour pouvoir avoir toute la base de données en fait dans la mémoire et donc de pouvoir vraiment coder quelque chose. Je pense que c'est ça en fait qui était la bascule et qui a fait qu'il y a eu cette accélération. Et c'est pas si vieux que ça, c'est quelques semaines, mais quelques mois. Voilà, qu'est-ce qui va se passer en matière de nouvelles fonctionnalités parce que tes ingénieurs ils travaillent 30 fois plus vite. Donc, ils vont shipper 30 fois plus.
Et en fait, aujourd'hui, le problème, en fait, le goulot d'étranglement, c'est le product manager. Ouais. Les mecs ne savent plus, ils disent bon, là ça code, qu'est-ce que je fais? Nouvelle feature. Ouais. Tu vois, et en fait, tu te dis tu sais plus, on est en train de vider en fait toutes les issues, voilà, toutes les problématiques, tous les et donc ça donne de la perspective, je pense, assez intéressante. Écoute, c'est hyper intéressant tout ça. Mais il y a une grande question qu'on t'a pas posée encore, ça va être quoi ton prochain bet? C'est quoi ta prochaine... Est-ce que c'est slow live jusqu'au bout? Est-ce que c'est... Non, t'as retrouvé un truc, t'avais dit. Ouais, Donc là, c'est quoi ton prochain projet? Moi, je bosse avec ma copine, en fait. Du coup, ça m'a fait rire tout à l'heure quand tu disais ta compagne, est-ce que, tu vois, elle comprend et tout. Bon, moi, elle est un peu comme moi, donc c'est cool. Nous, en fait, on bosse... moi, en gros, comme ça fait longtemps que je fais du secondaire dans des boîtes tech, et elle bossait en banque chez UBS, que tu dois connaître pas mal, Banque Suisse, tout ça. Et donc, du coup, elle a couvert beaucoup de familles qui sont des family office qui sont maintenant structurés quasiment comme des fonds. Et eux, ils galèrent à accéder, tu vois, à des assets comme Anthropic, Anduril, etc., etc. Et nous, en fait, c'est un sujet sur lequel on bosse beaucoup en ce moment. Donc, c'est des très, très gros deals. Mais c'est quoi? Tu fais des treasury companies qui ont à l'intérieur, en fait, des deals qui sont des actions? Non, on fait des trucs beaucoup plus simples où, en fait, nous, on va créer nous-mêmes des véhicules. Tu fais des SPV? Ouais, soit on les crée, soit on laisse les familles les créer et on investit avec eux dans ces véhicules pour rentrer, tu vois, dans des boîtes dans lesquelles on n'aurait pas forcément accès, mais eux, parce qu'ils ont une force de frappe qui est beaucoup plus grande, nous, en fait, on peut... je pense que c'est un peu la même chose. J'ai vu, c'est un peu les derniers projets aux États-Unis, c'est de faire des treasury companies, alors pas avec des bitcoins ou des cryptos, mais avec des actions d'Anthropic, d'OpenAI, de boîtes comme ça qui sont difficiles à avoir, et ensuite de rendre public le truc. Ouais, et de le côté. Avant que ce soit dans un ETF, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, en fait, faire du secondaire liquide sur des boîtes où personne ne peut rentrer, et ensuite les mettre sur les marchés publics. Donc je pense que c'est un peu ça, sauf que toi, ce serait plus private equity. Ouais, tu vas pas aller te coter sur Euronext, mais c'est aller pour, en fait, proposer l'accès à des investisseurs qualifiés à des deals qui normalement tu vois pas, quoi. Ouais, exactement. Donc pour l'instant c'est un peu le début parce que nous ça fait quelques mois qu'on s'est lancé, donc on est vraiment focalisé sur tu vois les deals qu'on fait, c'est des deals entre 50 et 500 millions, tu vois. Donc c'est quand même des très gros deals et en fait ça prend du temps et c'est un marché, tu vois, c'est un marché en fait de pirates, le secondaire. Donc, tu as beaucoup de gens qui sont... C'est un marché de couches. Ouais, c'est un marché de couches. Tu as des gens, tu vois, qui cachent des fees dans tous les sens. Tu as des gens qui disent qu'ils ont les allocations alors qu'ils ne les ont pas. Qui mentent. Tu as des menteurs. Tu as des gens qui te font croire qu'ils ont l'approval de la compagnie alors que ce n'est pas le cas. Donc, en fait, tu vois, l'idée, c'est vraiment, nous, de démasquer un petit peu tout ça, d'essayer de clarifier. Et pour l'instant, c'est vraiment les débuts parce que c'est un marché que moi, je ne connaissais pas ultra bien. Et donc, j'aime bien, tu vois, rentrer à fond dans un marché, voir tous les problèmes et après essayer de trouver des solutions. Mais je trouve que l'underlying asset, il est cool, quoi. Parce que, tu vois, quand on facilite des deals dans Anthropic, dans des boîtes comme ça, tu vois, tu sais que c'est un peu le futur, quoi. Anthropic, OpenAI, c'est assez marrant de voir. Tu vois, par exemple, la dernière valo d'Anthropic, c'était 380 milliards il y a quelques mois de ça. Aujourd'hui, sur le marché secondaire, tu vois, si tu veux vendre tes actions à 1 trilliard de valo, ça part en une seconde, quoi. Ouais, et pourtant, je pense que ces boîtes vont s'écrouler, moi. Ouais. C'est quoi ta vision, d'ailleurs? Ouais, je suis curieux. Alors, des LLM, en fait, je parle Anthropic, OpenAI, je pense que, en fait, c'est des entreprises qui ne peuvent pas gagner d'argent. Ouais. Parce que entraîner des modèles frontières, ça coûte 500 millions, 1 milliard. Et ils les vendent, en fait, à un prix où tu demandes, ça a l'air très, très compliqué de pouvoir gagner de l'argent. Et surtout, en fait, ils dépensent énormément d'argent pour faire une course sur quelque chose qui va se commoditiser. C'est-à-dire qu'à un moment, les modèles frontières, de toute façon, on va atteindre des limites physiques qui font qu'on ne pourra pas dépasser les 10 trilliards de paramètres ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, de toute façon, on ne va pas continuer à l'infini. Où tout le monde va arriver au même niveau, c'est entre Opus 4.7, GPT 5.5. Tu as ensuite DeepSeek qui monte. Enfin, tu as tous les open source chinois. Et donc, en fait, je pense que cette valeur, elle ne pourra jamais ressortir et rentrer aujourd'hui dans des boîtes à ces valos-là. Effectivement, tu peux peut-être refaire du secondaire, mais à un moment, c'est la course à l'échalote. Et je pense que ceux qui vont gagner de l'argent, qui vont s'en sortir,
c'est les Microsoft, les Amazon, qui sont rentrés au tout début dans ces boîtes-là, qui ont mis un peu des options et qui, eux, en fait, ont le véritable or, qui sont les hyperscalaires. C'est-à-dire les énormes data centers, l'accès à l'énergie, parce que pour piloter l'inférence, etc., et qui, au moment où ces boîtes-là vont s'écrouler, en fait, vont récupérer les assets pour pas grand-chose. Et donc, je pense qu'à la fin, tu vois, il restera Google, Amazon. Ça sera les mêmes, tu penses? Les mêmes, exactement. Et je pense que les Anthropic, OpenAI, compliqué. XAI, lui, il a un peu tout. Il va pouvoir s'en sortir Musk parce qu'il a Colossus, il a en fait l'accès à énormément de data, il a tout l'écosystème. Donc, puis il a racheté Cursor. Il a un deal de ouf. Le bon move. Donc, le droit de le racheter ou de payer 10 milliards si jamais walkout. Donc, il s'est mis une belle option. Et donc, je pense que, en fait, je suis pas sûr que ces boîtes-là, en fait, OpenAI et Anthropic, seront le Google et l'Amazon de demain. Parce qu'en fait, ils vendent quelque chose qui, à mon avis, va se commoditiser. Après, là où il y a la vraie valeur, c'est plutôt les orchestrateurs. C'est pour ça que je pense, par exemple, que Perplexity, qui lui est plus un orchestrateur qu'autre chose, aura potentiellement, à terme, plus de valeur. Et que, après, on verra ce que donnera les Claude Code, Claude Cowork, Codex en orchestration. Mais voilà, j'ai vraiment un doute sur la valorisation du LLM à long terme et qu'on est sur des délires en fait en valo, quoi. Ouais, c'est une bonne question. Moi, je trouve que là où Anthropic est très fort, c'est sur la partie cowork où en fait ils attaquent les agents pour le quotidien. Ouais, c'est Claude Code pour la technique, quoi. C'est ça, c'est le non technique et donc du coup, très rapidement en fait, tu crées quand même pas mal de stickiness chez des gens qui sont pas techniques et qui jamais iront dans Codex ou dans... Non, parce qu'en fait, la réalité, c'est que, tu vois, il y a des gens, ils voient un terminal, ils sont en panique. Ah non, mais c'est sûr. Mais c'est pour ça que l'orchestrateur, lui, peut avoir de la valeur, mais le LLM, non. Et donc, si après, Anthropic ou même OpenAI arrive à développer des systèmes d'interface qui permettent de garder la main et de réussir à le monétiser, tu vois, parce que c'est encore ça, ça pourra fonctionner. Mais en tout cas, le LLM pur, je pense que c'est pas là où il y aura la valeur, parce que en fait, à un moment, tout le marché mondial va se mettre au même niveau. Puis t'as les Chinois et les machins et les trucs, et en fait, ils vendront tous la même chose. Et à un moment, la compétition, elle va s'écraser, quoi. Moi, le truc que je trouve bizarre aujourd'hui, tu vois, c'est que un Google qui a quand même la capacité, tu vois, de faire des modèles ultra bons, n'est toujours pas réussi dans les mailbox à créer quelque chose qui fonctionne vraiment, tu vois. En fait, quand tu regardes sur ta mailbox, il te propose des réponses. Avec Gemini, Et en fait, c'est nul. C'est vraiment nul, quoi. Et on arrive à trouver un mail de l'info. Mais la création, c'est un résumé basique. Et puis surtout, il y a un silo. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mémoire d'entreprise qui est créée, tu vois. Il n'y a pas de truc dans le workspace. Et de toute façon, je pense que c'est là où il y aura les prochaines frontières et les valeurs. Ça va être dans la capacité de pouvoir donner accès aux agents à une mémoire structurée en fait d'un groupe, d'une entreprise, pour qu'il soit plus efficace. Et ça, tu vois, genre typiquement, quand tu parlais de Notion tout à l'heure, moi je me dis un Google qui aujourd'hui peut avoir énormément de data peut réussir justement à gagner, tu vois, dans l'entreprise parce qu'ils sont tellement insérés, ou même un Microsoft avec leur différents, tout à fait. Donc, en tout cas, il y a... Ça va secouer. C'est pas un conseil d'investissement. C'est pas un conseil d'investissement. De toute façon, là, tu vois, quand on regarde les market cap en trilliards, on se dit, bon, OK, coucou. Tu vois, c'est un peu un autre monde. Ouais, c'est clair. Mais je sais pas si ça va être... si on va changer la lettre des GAFAM, tu vois. Ouais, c'est clair. Je suis pas sûr. Ouais. Mais après, à voir... En fait, ce que je trouve fou sur Anthropic, c'est quand même la croissance du revenu, quoi. Après, il faut voir ce qui est vraiment... Il faut voir en fait ce qu'ils gagnent, ce qu'ils perdent par rapport à leur coût derrière. Mais bon, on est sur des croissances de maboule. C'est sûr. Jamais vu, tu vois. C'est dingue, bien sûr. Écoutez, messieurs, je crois que ce sera un petit peu le mot de la fin. C'est l'heure de notre tradition du bol, mon cher Guillaume. Saladier. Du saladier. Merci beaucoup. Donc, tu dois tirer un petit papier qui correspond à une anecdote passée qui a été déposée par un de nos précédents invités.
d'accord, et qui sera diffusé à la fin de l'épisode. Donc, je t'en prie, tire un petit papier. Qu'as-tu tiré? JP Cartier. Jean-Philippe Cartier. Donc, ça va être l'anecdote de Jean-Philippe qu'on va découvrir. Allez, messieurs, on regarde. L'anecdote est prête. Une anecdote qui me vient à l'esprit, alors elle est un peu business, elle est assez professionnelle. C'est le jour où je vends ma première entreprise à un groupe international et que pendant 3 semaines, on négocie avec des Allemands, des Italiens, tout ça évidemment en français puisqu'ils parlent plus ou moins bien le français et qu'à un moment donné, au bout de 3 semaines de négociation, le mec finit par dire on en a ras-le-bol, on a un groupe international, il faut absolument qu'on se mette tous à parler anglais. Sauf qu'il y a 2 problèmes, c'est que ni moi ni que mon avocat ne parlons un mot d'anglais. Donc on essaye de garder un peu de dignité. Je regarde Gilles et je dis en anglais, je vais être beaucoup moins bon pour négocier qu'en français. Coup de bluff, je dis à mon avocat, hors de question, on s'en va, notre langue c'est le français, on lâche rien, si vous voulez plus faire le deal, on le fait plus, on fait semblant de partir. On part, on arrive à l'ascenseur, personne vient nous chercher, on commence à s'inquiéter et ils sont venus nous rattraper en disant ok, on continue en français. Ça veut dire quoi? Apprenez l'anglais les gars, c'est quand même assez important. Ce King. C'est une bonne anecdote. Ah là là, ben oui, c'est vrai que l'anglais, c'est quand même la langue du business. Ouais, il a réussi à s'en sortir parce qu'il est bon, hein, le JP. Il est très bon, il est très Mais c'est vrai que sa conclusion, elle est bonne. Ouais. L'anglais, aujourd'hui, enfin, tu me diras, les Français n'ont jamais été bons en anglais, hein, mais là, plus le choix. Encore moins en allemand. Ah, je te donnerai des petits cours, mon cher Eric. Non, ça va, sans façon. Ce sera le mot de la fin. Voilà, dites-nous en commentaire qui est-ce que vous souhaitez qu'on invite prochainement sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est tout pour cet épisode et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, JP Cartier, ben ça charge en fait. Ah, c'est bien préparé. C'est l'internet français. Voilà, C'est fou tous ces livres. Hein. c'est grimoire. Ouais. Tout ça pourrait bien être scanné par Anthropic. Ouais, pour récupérer de la data.